Je vais faire une petite intro pour expliquer. Voilà. Alors, salut à tous, bienvenue pour ce 3e épisode sur le sujet Y a-t-il un fond, une forme dans une œuvre cinématographique? Alors, comme j'expliquais en off, en fait, voilà, c'est un film conducteur où je peux vraiment avoir une vision à chaque fois différente dans ce débat sur comment on voit le cinéma, comment on le vit aussi le cinéma. Et c'est pour ça, en fait, c'est jamais vraiment un débat fini, voilà, très académique, on va dire, mais c'est vraiment un débat ouvert que j'ai voulu partager avec différentes personnes. Et aujourd'hui, c'est avec des fabricants de films. Donc là, je pense que vous connaissez, c'est Artopolis. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi de l'avoir proposé, surtout. Oui, mais merci d'avoir accepté quand même. Et puis, juste grâce à ça, enfin, on se rencontre, parce qu'on aurait dû se rencontrer avant, mais ça n'a jamais pu se faire. Donc, je suis très contente de te rencontrer enfin de vive voix. Et merci d'avoir accepté aussi cet entretien sur ce sujet-là qui est tellement vaste et grand. Et donc, voilà, je suis très curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Donc, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi pour l'invitation, hâte d'échanger avec vous. Donc, voilà, on va commencer. Je vais donc poser des questions. Les questions sont toujours un peu les mêmes, hein, donc c'est pour ça que vous allez les retrouver systématiquement sur les épisodes. Il y en a juste 2, j'en ai rajouté. Comme je disais, c'est vrai qu'on a un peu oublié de parler justement du fond avec le premier épisode. Donc, j'ai aussi rajouté des questions autour de l'écriture, là où justement, je trouvais qu'on avait un peu oublié d'en parler sur le premier épisode. Donc, voilà. Donc, déjà, première question, toute simple. Y a-t-il une forme et un fond dans une œuvre cinématographique? Tu veux commencer? Non, mais La question. oui, c'est dit. Enfin, comment dire? Moi, je pense que c'est toujours très difficile à définir. Alors, toute forme d'art, justement, a une forme par principe. Parce que c'est développer des idées, des émotions à travers un médium qui est propre. Je veux dire, Ouais. même si on pourrait raconter une histoire similaire en peinture ou en cinéma, par exemple, enfin, ça pourrait être le cas. On pourrait raconter la même intrigue. J'utiliserai le mot intrigue plus qu'histoire, mais pour autant, il y aurait une forme différente parce qu'il y a évidemment des techniques et une manière de percevoir le monde qui est différente de par le fait que ce sont des arts qui n'utilisent pas les mêmes outils et le même rapport au monde, enfin à une infinité de choses. Notamment, je pense au rapport au temps, par exemple. Et mais comment dire, une œuvre se définit justement par la manière dont elle véhicule des idées. Alors, ça devient toujours très difficile de discerner en fait une question de fond et forme, mais on le voit dans toute l'histoire de l'art. Je pense que c'est avant tout une assimilation, c'est-à-dire que les grands artistes, on n'arrive pas à définir le fond et la forme, les deux sont associés, et c'est Victor Hugo, il disait la forme, c'est le fond qui rejaillit à la surface, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on essaye la manière de raconter permet en fait de véhiculer ses idées, ses émotions, donc c'est extrêmement difficile parce qu'il faut aussi, dans un premier temps, définir ce qu'est la forme et le fond aussi. Parce que, en effet, on va directement penser, pour vite rentrer dans le vif du sujet en parlant du cinéma, que ça va être les mouvements de caméra, les effets de montage, etc. Mais il y a des cinéastes qui vont développer leur manière de compter et ce qu'ils ont à compter surtout, d'une façon qui n'est pas celle qu'on imagine. Parce que là, on va dire que ce qui est communément diffusé comme manière de faire, ça va être dans un premier temps d'écrire un scénario, puis ensuite on va préparer le tournage, tourner et puis monter. Voilà, il va avoir 3 écritures, on dit, voilà, le scénario, le tournage, le montage, et c'est pas spécialement vrai. C'est-à-dire que pour peut-être une vision académique et ce qu'on apprend de base, ça va généralement être ça. Mais il y a beaucoup de cinéastes qui
qui part de le concept de certains films. Je pense par exemple au film de collage, bah, ils utilisent des images préconçues, donc il n'y a pas de scénario. En fait, c'est déjà à travers le montage qu'ils vont faire un film. Donc déjà, ça vient me remettre en question cette vision-là. Et puis, il y a des cinéastes qui, par exemple, s'inspirent dans un premier temps d'images, de sons. Je veux dire par là que, en fait, c'est ce qu'ils vont forger en premier. En fait, ils vont avoir des idées de mise en scène, et ces idées de mise en scène, et bien en fait, ils vont les coller, ils vont faire un peu, si aussi le film c'était une maison, mais ils vont utiliser du ciment pour, ce ciment, ça va être le scénario pour couler les différentes briques. Les différentes briques, ça serait les idées de mise en scène qu'ils avaient. Donc, en fait, je pense que la question du fond et de la forme, en fait, il faudrait l'identifier plutôt au cas par cas, plutôt que de faire une étude généraliste et de se dire oui, c'est comme ça, parce que non, en fait, je sais pas, mais Robert Bresson, par exemple, lui, quand il fait Au hasard Balthazar, je sais que son scénario, il est trouvable sur Internet, et en fait, son scénario, mais c'est en même temps un scénario et un découpage. C'est-à-dire que quand en fait on voit le document et ce dont avec tous les techniciens, l'équipe, etc. travaillaient, eh bien, on voit que du côté gauche, il y avait les dialogues et l'action, un peu ce qu'on retrouve dans un scénario classique, et en même temps, sur la partie droite, en fait, il y avait un trait. Ça formait 2 colonnes, et sur la colonne de droite, il y avait la manière dont ça allait être fait, mais c'était pas, comment dire, c'était pas quelque chose qui était accessoire. C'est-à-dire qu'on pouvait pas les déboulonner l'un et l'autre. C'était très lié, en fait. Oui. Ce qui a changé d'ailleurs. Oui. Si tu veux, juste, excuse-moi, mais comme tu embrayes sur ça et que l'exemple Bresson est vachement intéressant, parce que finalement, aujourd'hui, si tu veux présenter un scénario, et vu qu'aujourd'hui, si tu veux faire un film, il faut forcément que tu puisses donner un scénario, hein, c'est un petit peu le grand drame de notre époque, tu dois respecter une écriture scénaristique précise, une mise en page. Bresson, aujourd'hui, ça passerait plus, hein, cette manière de faire où tu as des annotations avec des mouvements de caméra, etc. Pour pouvoir se faire financer, ça ne pourrait pas marcher, quoi. Et oui, sauf si tu es un grand cinéaste et que tu es financé directement, voilà, parce que tu as déjà une carrière avant qui fait que. Et ça peut-être que ça en dit long sur le débat en tant que tel, parce que qu'est-ce qu'on attend aussi d'un film aujourd'hui quand on essaye de le vendre? Est-ce qu'on attend d'un cinéaste une vision très forte sur ce qu'il pense du monde et de son rapport avec celui-ci? Est-ce que finalement c'est un film qui doit être vendu, qui doit se faire vendre, etc. D'ailleurs, ça revient un peu à ce qui s'est passé à Cannes récemment avec le discours qui a fait tant polémique de Justine Triet, qui en fait essayait de dire tout simplement que il faudrait arrêter de penser à rentabilité avant. Et si on fait des films qui sont effectivement faits pour être rentables en priorité, on a des films qui commencent à être un peu généralisés sur leur forme et sur leur fond aussi, ce qui pourrait poser un problème. Voilà. Mais j'espère que j'ai pas coupé ton élan, parce que mais je trouve que l'exemple de Bresson, en fait, est très significatif du problème en tant que tel, tu vois, parce que moi, je vais prendre vraiment les exemples de quelques films modernes pour rentrer dans l'art, quoi. Voilà. Mais quand tu penses aux films de Snyder, aux films je sais pas, aux films du MCU, je parle de grosses machines, hein, mais de films, voilà, qui sont faits pour être vendus. Jamais, à aucun moment, on ne se pose la question de ce qu'ils racontent sur le monde, de ce qu'ils disent, en fait. Alors que pourtant, si tu regardes en sous-marin, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont dites. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que pensent les États-Unis de la Russie? Tu peux le retrouver dans Avenger 2. Voilà, avec leur vision de l'Europe de l'Est qui se réduit à 2 pauvres types sur un caillou avec 2 villages, quoi. C'est vraiment, ça dit des choses. Ou Snyder qui, en fait, pour le coup, fait un cinéma, comme celui dont je parlais, extrêmement traître, parce que il joue avec une forme extrêmement précise, très léchée, très belle, très, très picturale, machin, mais qui n'interroge strictement rien. Et à aucun moment on ne voit les idées, on ne voit. C'est toujours, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la carotte, en fait. Un peu, ce qui, moi, me gêne personnellement, là-dessus.
C'est-à-dire qu'on a une vision du cinéma qui est purement attractive. Il y a des choses qui sont dites dans les films de Snyder. Samir n'est pas là, mais Samir pourrait très bien parler du fameux montage qu'il y a entre les zombies et les djihadistes dans le Dawn of the Dead qu'il a fait. Donc voilà, mais le problème de ces films-là, c'est que le public ne va jamais se questionner. Parce qu'en fait, ce n'est pas des films qui sont faits pour être questionnés, parce que c'est juste des films qui mettent en avant une forme qui est là, attractive. C'est ce que je reprochais dans notre débat, Peggy, à Babylone. Babylone, pour moi, souffre du même problème, en fait. Parce que c'est-à-dire que c'est un film qui est profondément facho, en fait. Hein. Enfin, si tu regardes ce qu'il dit du monde et comment il regarde les gens qui filment et comment il est dans une espèce de, c'est ce que je reprochais, un peu d'un cynisme à peine déguisé. Mais en fait, si on interroge, et d'ailleurs c'est la preuve, puisque récemment il a été interviewé, Chazelle, et il avait répondu à cette accusation de vision un peu fasciste, un peu problématique. Il a dit moi je sais pas, je m'en fous, je fais juste voilà, on y voit ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de positionnement, effectivement. Après, est-ce qu'un artiste est obligé de se positionner? Non, peut-être pas. Il faut faire confiance aux spectateurs. Moi, je pense que c'est important. Pour autant, moi, ces films modernes qui vont déresponsabiliser la forme, ça me gêne, en fait. C'est vraiment le problème que j'ai. C'est-à-dire que c'est du cinéma de l'amusement. C'est pas du cinéma Mais on peut s'amuser devant un film. C'est parce que, pour moi, c'est pas un problème, mais on peut s'amuser aussi, ne pas écarter le reste. Et moi, franchement, à part certaines personnes extrêmement sérieuses qui ont interrogé ce que pouvait dire Zack Snyder, je vois peu de personnes qui... Et si on discute vraiment de ce qui est dit, de ce qui est montré, bah, faut en faire expérience avec les gens qui aiment le cinéaste sur les réseaux, par exemple. Ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas de confrontation à la chose. C'est un peu le problème, en fait. C'est un peu le problème d'un cinéma qui a tendance à reposer uniquement sur les pattes, un peu, en fait. Alors que pourtant, voilà, c'est ce que tu disais, Jules, qu'est-ce que c'est la forme, qu'est-ce que c'est le fond? Bon, moi, je pense que, à mes yeux, la forme, elle est indissociable, hein. Du fond, c'est pas possible de la dissocier parce que c'est l'image en tant que telle, c'est le plan qui crée la forme. Le fait, par exemple, un cinéaste, quand il filme un parapluie, par exemple, ça va être. Il y a un positionnement derrière, il y a une volonté de dire quelque chose derrière, il y a une volonté de. Parce que, par exemple, quand Dupieux, je prends l'exemple de Dupieux comme cinéaste moderne, hein, vraiment. Quand Dupieux, il filme les choses, quand il filme des vieux trucs, quand il filme des bagnoles qui datent des années 90, comme dans Deerskin, enfin, je sais plus le nom en français. Le Dain. Ou le Dain, voilà, tu sais, la voiture qui est une Audi 200, 400, je sais pas, c'est une voiture des années 90, 2000, début 2000. Et on voit une vieille télé, on voit un vieux magnéto, on voit un vieux caméscope. C'est qu'il y a un rapport au temps qui est assez particulier, au passé. Ça dit quelque chose déjà. Voilà, c'est ça le fond. C'est comme ça qu'il apparaît. C'est-à-dire que la caméra, c'est un prolongement de notre regard. Et qu'est-ce qu'on va regarder, nous, en tant que cinéaste? C'est ça qui est très important, je pense. Et qu'on oublie un peu, parce que moi, je suis personnellement contre la forme désincarnée, quoi. Enfin, qui vraiment qui ne rejette rien, en fait, qui ne se pose pas, qui est juste là parce que, en fait, aujourd'hui, comme on a accès à des outils techniques parfaits, on peut s'amuser comme on veut, on peut tout filmer. Mais maintenant, on se pose plus de questions, quoi. C'est ça qui est un peu triste. On fait du cinéma de démo, presque. Jules, est-ce que tu veux... Oui, enfin, je peux réagir sur ce que tu as dit, surtout sur la partie où tu parles des cinéastes contemporains de blockbuster, entre autres. C'est que on est sur quelque chose où en gros, tu dis, toi, qui tends de la carotte, et en même temps, il y a ce double aspect dans ton propos où tu dis quand même qu'il raconte quelque chose. Et là-dessus, c'est intéressant de se poser la question du contrôle. C'est-à-dire, est-ce que ces cinéastes-là, en fait, au travers je parle pas spécialement de Snyder, qu'on apprécie ou pas, je pense que c'est quand même un réalisateur qui a une pensée. Après, se perd ou pas, c'est une autre question. Et en plus, je ne suis pas un grand connaisseur de ce cinéaste-là, donc je n'ai pas commencé à m'exprimer en longueur sur lui.
C'est pas un cinéma qui m'intéresse particulièrement. Mm. Mais sur d'autres cinéastes qui, en tout cas, ont moins de réflexion, en tout cas, qui seraient plus des illustrateurs, c'est de savoir si, en fait, tout ce qu'ils mettent en place en termes de dispositifs, de caméra, de son et autres, est-ce que c'est ce qu'ils montrent, comme par exemple quand tu parles d'Avengers 2, est-ce que c'est une volonté très directe ou c'est en fait une perte de contrôle totale Ouais, c'est ça, qui est parce très... que là il y a enfin dans tous les cas il y a un problème parce qu'un cinéaste qui perd le contrôle c'est dangereux, surtout quand on a la responsabilité de montrer un film à des millions de personnes comme ces films-là. Et puis s'il le contrôle, ben c'est encore plus fourbe. C'est-à-dire que derrière, en fait, ce qui se veut comme être un train fantôme ou voilà, un tour de manège, mais en fait, derrière, il peut coller des idées dans la tête de personnes qui n'auraient pas l'habitude de penser les films. Et surtout, quand on se retrouve dans ce genre de film, c'est vrai qu'on a tendance à, non pas par spécialement envie, mais en fait par le dispositif dans lequel on est mis, dans le cadre dans lequel on est installé, même si on va en salle par exemple, ça va rarement être dans des salles où il va avoir une programmation variée, ça va être en fait des gros multiplex. Ben, ça va être un cadre justement où on va tout faire pour nous éteindre en tant que spectateur. Dans tous les cas, même si le cinéaste, parce que c'est généralement le cas, est quelqu'un de remplaçable, et donc en fait, la forme, ça se retrouve souvent être de l'illustration. En fait, il y a justement aucun travail avec le fond. Donc là, ça serait pour moi le seul cadre où ça se dissocierait en fait. C'est que déjà, est-ce qu'il y a un fond, ça serait une première chose. Et puis, quand on a des cinéastes interchangeables qui sont utilisés par des fonctionnaires de Wall Street. Mais c'est vrai. C'est terrible, c'est ça. Là, pour moi, là, on voit la différence. Il y a une distance entre le fond et la forme, puisque en fait, c'est les histoires qu'il raconte. Déjà, il les raconte mal, et en plus, elles pourraient être contées dans n'importe quel art. Le cinéma n'a rien à y faire. C'est-à-dire qu'il n'a rien à raconter de plus. C'est-à-dire que leur histoire, on pourrait la raconter en peinture, en musique, et on ne verrait pas la différence. Et c'est ça, là où il y a le vraie question de fond et de forme, et là où ça a une réelle importance, en fait, c'est lorsque, que peu importe le médium dans lequel l'œuvre se trouve, et bien que cette œuvre ne puisse pas être racontée dans un autre médium. Sinon, que ce serait une autre adaptation, un palimpseste, un remake, voilà, une œuvre totalement différente, mais qui ne puisse pas être raconté de la même manière, qui ne puisse pas raconter la même chose. Ouais, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais Warner Bros. Essaye de récupérer Christopher Nolan. Oui. Ça fait nous rigoler. Parce que, comme tu dis, des producteurs de Wall Street, quoi, qui ne sont pas du tout artistiques, rien. C'est assez effrayant, cette période d'aujourd'hui. Du coup, vous avez fait une très belle transition pour la prochaine question. Sommes-nous dans une génération de réalisateurs qui s'appuient trop sur la forme? Non, je pense pas plus qu'avant. Après, le truc, c'est que on se retrouve dans dans un monde où il y a beaucoup plus d'images en général, et il y a beaucoup plus de films aussi. Donc, si on ferait un ratio, oui, il y a peut-être plus de films qui ont ces problèmes. Après, ça n'empêche pas qu'il y a toujours eu. Là, après, on est resté dans le paradigme du système américain. Je pense aussi que, en fait, Artaud, t'as un peu ouvert la porte au début lorsque tu parlais de financement et de financement sur scénario. Ça, c'est, par exemple, tu parles du système français. Ça, c'est, on va dire qu'en fait, à ce niveau-là, d'un point de vue économique, et comment, en fait, la manière de subventionner, de créer des films est faite, et donc impacte la manière dont les films sont faits, il faudrait s'intéresser aussi à chaque pays, parce que ça remet les pions de la manière. Même dans le passé, si on revient à la Russie et au cinéma soviétique, à comment en fait tout simplement le producteur de cinéma, le studio étatique, qui était la Mosfilm, comment en fait ils ont
construit des films, et comment en fait il y a des cinéastes qui malheureusement ont souffert parce que si tu veux, Peggy, c'est tout simplement, forcément, il fallait faire des films en accord avec le régime, donc des films qu'on appelle à réalisme socialiste. Donc des cinéastes comme Tarkovsky, par exemple, qui ont fui la Russie à cause de ça, qui, dans une lettre, avait exprimé le fait que il se faisait harceler, en fait, littéralement, par les producteurs, enfin par la Mosfilm, qui était vraiment un truc tout con, mais par exemple, Le Miroir, ça a été très mal reçu à l'époque parce que comme c'était un film qui jouait avec la temporalité, le montage, etc., c'était en totalement désaccord avec la vision du cinéma que pouvait avoir le studio. Et on peut penser aussi à ce que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, mais c'est Les Petites Marguerites j'ai plus le nom de la réalisatrice, c'est terrible, mais ce film qui avait pas marché parce qu'il avait été très vite censuré dans son pays d'origine, parce que pareil, le régime soviétique s'installe dans ce pays-là c'est un film polonais, tchèque, pardon, c'est un film tchèque. Et en fait, c'était impossible de faire des films qui sortent du lot, quoi, qui sont des films. Et par exemple, un truc tout con, mais il y a l'exemple assez connu d'Elem Klimov, et lorsqu'il fait Rasputin, en fait, t'as Tarkovsky qui lui dit mais mec, t'as fait ce film-là, t'es mort, c'est terminé, quoi, parce qu'il avait fait un film qui était extrêmement dur. Pour l'avoir vu, Rasputin, c'est un film qui prend le contexte de Rasputin pour en fait s'en prendre littéralement au régime communiste, et d'une manière très très violente, et il montre en fait de manière directe la, 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 les autorités étatiques qui agissent en sous-marin, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment ce truc. On va vous confronter la vérité politique. Et c'est des films qui l'ont foutu dans la merde, quoi. Vraiment. Et pareil, Requiem pour un massacre, ça a été une catastrophe à cause de ça aussi. Parce que c'est des films qui sont. Requiem pour un massacre, quand on le voit, c'est pas un film qui est très sage par rapport à l'armée soviétique. Et on a eu les mêmes problèmes en Espagne, pareil, lorsqu'il y a eu le régime franquiste. Là, je prends quand même des exemples extrêmes, mais pour aussi restituer dans le passé, parce que bon, c'est des dictatures. Après. Puis rappeler que l'art, c'est politique. Enfin, ça, on a tendance aussi beaucoup à l'oublier, mais l'art, c'est politique. De toute façon. L'existence de l'art est politique, tout simplement. Ouais. Pour quelle raison? Parce que, comme le disait Bergson, l'art, de manière globale, c'est la réalité. C'est l'expression la plus pure de la réalité, en passant par justement une fictionnalité, une fausseté. Mais en fait, on n'est jamais aussi proche de la réalité qu'avec l'art. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que lorsque l'art peut permettre justement de montrer des choses que l'on ne veut pas voir ou que l'on ne peut pas voir, et donc de dire clairement ce qui se passe, et bien forcément, ça va poser problème. C'est pour ça que lorsqu'on a le contrôle du cinéma, lorsque le cinéma est contrôlé et que c'est pas le cinéaste qui a le contrôle, comme tu disais, Jules, là, il y a un autre problème, c'est qu'on fait plus du cinéma, on fait de la propagande. Et alors, ça ne veut pas dire que tous les films de propagande sont mauvais, c'est pas vrai, parce que quand tu vois le cuirassé Potemkin, c'est incroyable. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un truc en plus aussi, je pense. Mais c'est ça le problème, c'est tout ça qui... Mais par exemple, l'étude du stade de cette cinéaste allemande qui a donc collaboré avec le régime nazi et qui a porté les idées du nazisme à fond les ballons, c'est des films qui aujourd'hui ont un intérêt surtout technique. Il n'y a pas d'intérêt... Et moi, je pense que les films qui vieillissent mieux, ce ne sont pas les films qui ont un intérêt technique, c'est les films qui ont un intérêt historique et politique. Les films qui disent quelque chose de leur époque. Par exemple, quand on voit un film de Tarkovsky, je reviens à lui, ou quand on voit un film de Pedro Costa, on voit l'histoire. On voit l'histoire de leur pays. On voit leur histoire. Quand Costa, il filme dans Ventura, un soldat fantomatique dans un plan qui dure, je sais pas, un plan fixe qui dure au moins 30 minutes, où il y a une discussion entre un vieil homme et donc ce militaire, ça évoque le passé militaire du Portugal, et c'est comme ça, c'est la suggestion, et c'est ça le fond. C'est ça, c'est lorsque une image qui pourtant, voilà, ne serait pas si claire que ça à la base, ou ce serait pas si évident que ça, renvoie à tout un monde.
Et c'est ça Bah, qui est le très cinéma américain, avant, il était beaucoup comme ça, hein. Moi, quand j'ai revu tous les films des années, enfin, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai pris du recul, je me suis dit, mais en fait, ça raconte complètement aussi leur histoire politique, sociale, Mais sociétale. il est encore, hein, qu'on soit Oui, bien en plus. d'accord. Ouais. Pour revenir à ta question, tu sais, des générations, moi je pense pas que la génération de cinéastes d'aujourd'hui elle est perdue, c'est au contraire, au contraire. Franchement, moi j'ai absolument pas d'animosité envers le cinéma moderne, j'ai même tendance Ouais. à dire qu'il est extrêmement intéressant, parce que Oui, chaque oui, bien période sûr. a son intérêt. Et il faut pas opposer les périodes entre elles. Il y a Non, des bien périodes sûr. qui se faire après, tu Non, non, vois. c'est tout à fait. Bah, Jordan Peele, on est le parfait exemple. Enfin, Oui, oui, par exemple. et on le Mais citait, quoi. tu peux avoir aussi une cinéaste comme, je sais pas, aux États-Unis, t'as Kelly Reichardt, quoi. Enfin, qui est une cinéaste extrêmement importante. Le dernier film de Kelly Reichardt, il avait son importance, Showing Up, qui parlait du milieu artistique aux États-Unis, parce qu'en fait, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a plein d'écoles d'art qui ferment, qui disparaissent. Donc l'art est en train littéralement de disparaître aux États-Unis, Ouais, quoi. ouais. Donc c'est ça c'est des cinéastes qui parlent de choses parce que elles veulent en parler, parce que quand on est un cinéaste et qu'on fait des films, on veut dire quelque chose, Bien sûr. on veut porter un regard sur le monde. J'en parlais lorsqu'on a fait notre super interview, Jules, de mon rapport avec les usines, ça vient de quelque chose de personnel. Donc c'est forcément, voilà, c'est lié à un truc. Et aujourd'hui aussi, il y a un immense paradoxe et qui fait que c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de faire des films. Mm. Euh, la grande difficulté, en fait, c'est le financement. Voilà, c'est le financement. Et encore, ça dépend des pays, mais il y a des pays où il y a carrément plus de cinéma quasiment. L'Italie est en train de mourir à cause de ça. Merci Berlusconi qui vient de mourir, on le remerciera pas. Mais parce qu'en fait, c'est ça, mais un gros paradoxe, par exemple, hein, tout con. Mais regardez l'Iran, qui est un cinéma qui est encore mouvant, alors que ça reste un pays qui est difficile. Où faire du cinéma là-bas, c'est très compliqué, hein. La preuve avec ce cinéaste qui avait Tu été peux arrêté. terminer en prison, hein. Hein. Tu peux terminer en prison en Iran, enfin, si tu fais Bah des films. oui, c'est ce qui est arrivé à Jafar Panahi, en fait, il n'y a pas très longtemps, Ouais. qui a été libéré. Mais quand tu vois son film Aucun ours, par exemple, tu finis le film, bah, tu claques des dents, quoi, parce que tu comprends. C'est ça, c'est pour ça que ces films sont importants, parce qu'ils disent quelque chose aussi. Et effectivement, faire des films aujourd'hui, c'est facile. Maintenant, ce qu'il faut faire, bah, c'est que faut avoir confiance. Faut pas regarder des tutos YouTube pour faire des films. Faut pas mettre en place des trucs complètement nuls comme des étalonnages cinématographiques, entre guillemets. C'est ça un petit peu le problème, c'est que on peut faire des films à foison, parce qu'on a les outils techniques qu'il faut. Il faut aussi ne pas avoir peur de repousser un petit peu la technique, dans le sens où il faut aussi ne pas tomber dans une forme de généralisation de la technique. Parce que ce qui compte surtout, c'est de créer des choses nouvelles. C'est la nouveauté qui compte. Et, Oui. Bah, dans ce que tu dis, finalement, c'est de faire attention à ne pas avoir un cinéma de technicien, oui. Voilà, qu'en fait, il y a une forme de sincérité, d'honnêteté lorsqu'on fait un film, et ça se voit de toute façon, que les personnes qui font des films sans avoir quelque chose à raconter, qui leur est proche, ben, on voit que ce sont des films qui sont vidés de leur substance. Enfin, il y a rien. Oui. C'est ce que me disait un peu pour ça hier, c'est que celui qui ne s'appuie que sur la forme, c'est qu'en fait, il n'a pas grand-chose à raconter dans son film. Ouais, mais c'est même pas de la forme, parce que, enfin, je veux dire, c'est c'est du vide. Justement, enfin, si, comment dire, la forme, il faut qu'il y ait le fond, donc ça veut dire que il y a rien. Super. Quelque chose à rajouter ok. La forme a-t-elle plus d'importance aujourd'hui dans notre façon de parler et de voir le cinéma? Je sais pas. Ouais, c'est une très bonne question. Là, pour le coup, c'est dur de le définir, hein. Je pense que surtout, là, on a aujourd'hui, en effet, plus la possibilité de parler aujourd'hui. C'est Umberto Eco qui disait que, en gros, ceux qui étaient, j'adore cette phrase qu'il a dit, où il dit en gros que ceux qui étaient habitués à parler dans les PMU ont aujourd'hui la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça peut donner des choses un peu complexes à lire, voilà, qui font un peu frissonner, mais en tout cas, quand tu te retrouves dans des milieux cinéphiles qui
qui se respectent, qui parlent on va dire à cœur ouvert et qui ont envie en fait de découvrir, de partager, de s'exprimer. On peut avoir des discussions vraiment passionnantes. Ça aussi fait émerger beaucoup de critiques. Hein. Enfin, que ce soit des personnes qui sont allées dans la presse écrite ou de personnes qui ont commencé à parler sur YouTube ou créer des magazines, des webzines, etc. Enfin, c'est une possibilité aussi qui est arrivée et qui donc, non, je pense pas s'intéresse plus à la forme qu'avant. Après, c'est sûr que si tu restes sur le mur Facebook de première, oui, ça va pas être très très fameux et tu vas tomber sur des gens qui ne parlent, enfin, vont soit venir poser un discours préconçu sur les films, soit en fait ne vont faire que de la description. C'est-à-dire, ils vont pas parler des films, ils vont juste dire en gros ce qui se passe dans le film, mais ils vont juste dire j'aime bien ou j'aime pas. Ce qui n'a à peu près aucun intérêt parce que finalement, ça n'amène aucun dialogue. Et le cinéma, c'est un art collectif et le principe de tout ça, c'est qu'on dialogue, qu'on échange et que voilà, il y a un aspect communautaire et social. Donc c'est le danger de tomber dans des discussions qui n'en sont pas, donc faire face à des murs. Voilà. Mais non, je pense pas spécialement que ça soit moins ou plus qu'avant. Je pense que peut-être les cons ont plus la possibilité de s'exprimer. Après, ça n'empêche qu'il y a toujours plein de gens passionnants et passionnés. Ouais, moi je suis d'accord avec Jules. Hein. De toute façon, je pense que c'est compliqué de dire qu'une époque est plus chargée en quelque chose qu'une autre parce que chaque époque a son propre contexte, a sa propre existence et c'est tout. Peut-être que, comme tu disais, Jules, c'est qu'il y a juste eu un changement des moyens d'expression, c'est tout. Il y a une démocratisation de l'expression. Maintenant, le problème, c'est effectivement qu'il y a trop de gens qui n'ont rien à dire, qui arrivent à parler, quoi. Il suffit juste, un truc qui nous concerne un peu plus, il suffit juste de voir le YouTube cinéma et c'est tout, en fait, pour comprendre le problème. C'est-à-dire que c'est très bien de parler de cinéma maintenant. Je sais pas, on reste toujours sur le même film, il n'y a pas volonté de. Il y a un truc, moi, qui m'est. Là, on va parler plus de cinéphilie, du fait de parler de cinéma, mais c'est pas si éloigné de la question du fond. Non, c'est-à-dire que des cinéastes comme je sais pas, comme Ford aujourd'hui, c'est devenu presque des outsiders, quoi. C'est-à-dire que tu parles de Ford, c'est comme si tu parlais d'un mec qui venait de nulle part et c'est ça qui est très paradoxal, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, c'est toujours une question de génération. Les générations, elles ont tendance à être bloquées dans leur cinéma aussi qui les entoure et pas aller plus loin. Alors que l'intérêt, moi, je pense, en tout cas, c'est personnel, après tout le monde fait ce qu'il veut, mais l'intérêt de l'art, c'est quand même de pouvoir chercher des trésors, voilà, de découvrir des trucs, en fait. Et c'est pareil au cinéma. C'est pareil lorsque tu fais des films, et là, on va parler plus de mise en scène. Par exemple, on a le drone aujourd'hui. Voilà, le drone, c'est formidable pour remplacer ça permet d'être moins coûteux lorsqu'on fait des plans en avion, etc., des plans arrière. Mais le drone aussi, c'est un outil esthétique. C'est-à-dire que lorsque tu manies un drone, tu vois, on le voit très bien dans les films qui se servent des drones, il y a quelque chose de différent, de nouveau. Par exemple, quand on voit, film qui fait un peu débat, mais Ambulance de Michael Bay, le drone sert à revaloriser, à repenser en fait l'espace filmé. Donc, ou par exemple aussi, parce que là c'est un film aussi qui avait une très bonne utilisation du drone, c'était le film avec l'âne EO de Skolimowski, où pareil, le drone il s'en sert pour faire des plans circulaires, pour s'amuser, et surtout pour créer des sensations aussi, c'est ça qui est important. Créer des sensations, créer de l'émotion. Donc moi je pense que c'est ça, c'est pas qu'on dit plus de choses qu'avant, mais en tout cas on a plus de moyens de dire des choses. Maintenant, est-ce qu'il faut bien s'en servir, quoi? C'est tout. Il faut savoir s'en servir. Parce que c'est ça le truc. Tu peux très bien avoir une maîtrise de ta caméra sans problème. Maintenant, il faut savoir aussi se démarquer un peu, quoi. C'est ça qui est compliqué.
C'est pour ça, il y a un truc assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, et là pour le coup, je sais parce que je fréquente un cinéaste qui est en face de ces problèmes-là, mais c'est faire un plan moche, aujourd'hui, c'est compliqué. Faire un plan avec une basse définition, c'est compliqué, parce que comme on est dans une époque où on a la haute définition, si tu fais un film qui est tourné un peu avec des plans, qui mélangent des plans très, très bien définis avec des plans tournés à l'iPhone, ça va poser problème. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de films faits à l'iPhone qui sortent au cinéma. Il y en a eu quelques-uns, mais parce que c'est des cinéastes qui avaient pu le faire. Je pense au film Insane de comment il s'appelle, Soderbergh, qui était entièrement tourné à l'iPhone. Parce et Soderbergh est quelqu'un qui lui aussi joue avec la forme et la caméra et s'amuse. Par exemple, il me semble que c'était Che, qui était un film qui était entièrement tourné avec une RED. Donc première fois que ça a été tourné entièrement en numérique. Mais voilà, c'est ça, c'est que en fait aujourd'hui, il faut que le choix esthétique soit indissociable du fond. C'est-à-dire que si tu fais un film moche, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux raconter. Moche entre guillemets, hein, parce que pour moi la beauté elle peut très bien ressortir d'un plan très pixelisé ou avec beaucoup de bruit numérique ou l'inverse aussi. Et je parlais de mon ami cinéaste parce que par exemple lui lorsqu'il faisait des projets, certains projets de documentaire, même du documentaire, c'est que le fait qu'il y ait des images qui viennent de sources différentes, ça pouvait poser problème parce que c'est gênant. Mais est-ce qu'il faut faire des films qui ne gênent pas le spectateur, qui le laissent dans sa petite bulle, ou il faudrait un petit peu aussi le secouer? Parce que franchement, par exemple, les films de Shinya Tsukamoto, qui sont quasiment tous tournés maintenant à la DV, ça passerait pas au cinéma, ça. Et d'ailleurs, la preuve, parce que je crois, si je dis pas de conneries, que le dernier Tetsuo et son dernier film, ils n'étaient pas sortis au cinéma, il me semble, ou très mal distribués. Donc ces films-là, ça marcherait pas, quoi. Parce que c'est des films qui sont totalement libres, où la forme, pour le coup, est indissociable du fond, parce que lorsque Tsukamoto filme des choses, c'est parce qu'il veut raconter quelque chose de notre monde. Quand il fait des plans de mouvement, là, super saccadés, c'est qu'il veut dire quelque chose, du mouvement, du corps, etc. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est sûr, on a des moyens, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais autant fermé notre gueule. Alors, je vois ce que tu veux dire. Alors après, c'est trouver les bonnes personnes, parce que moi, par exemple, j'ai aucun cinéphile dans ma famille. Et je dois m'auto-construire. Et c'est hyper compliqué, justement. Enfin, tu vois, quand t'as pas les ressources et tout, c'est hyper compliqué. Et c'est en vous écoutant, moi, avec Samir et tout, que je découvre plein de cinéastes. Et je me dis, mon Dieu, la culture que j'ai loupée, parce qu'on m'a interdit, justement, en fait, tu vois, j'en parle dans l'entretien avec Samir, c'est justement, j'ai une famille assez anti-culture américaine, et ils ont tout mélangé avec, et du coup, je n'ai eu aucune éducation, en fait, avec le cinéma. Et donc, j'aperçois à quel point j'ai manqué mais tellement de films, et même dans les blockbusters de l'ancienne époque, qui en fait racontaient aussi des choses. Mais pour mes parents, c'était hors de question que je voyais ça, parce que c'était contre la Russie, parce que c'était, enfin, moi, c'était avec les Rossaniens eux, quoi. Et du coup, ils voyaient ça tout de suite comme des films de propagande raciste, mais sans explication. J'ai jamais eu d'explication, voilà, historique politique, parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils m'interdisaient. Et en fait, je vois que c'est juste passionnant, on écoutait les autres, les gens, mais comme Jean-Baptiste Toré, qui rappelait l'histoire des Indiens, au festival de Mykosyné, qui rappelait que c'était pas possible de mettre un blanc et un indien dans un même cadre. Mais quand tu sais pas ça, enfin, qui c'est qui peut te le dire, que tu l'as raconté? Et moi, c'était pas mes parents qui allaient me dire ça, parce qu'ils ne savaient pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que s'auto-construire, c'est hyper difficile, malgré, comme tu dis, la démocratisation de l'accessibilité de la culture, c'est hyper compliqué, parce que justement, il y a tellement... il peut aller tellement partout et en même temps une part à la fois que quand tu n'as pas des ressources et tout, c'est hyper compliqué en fait. C'est aussi le lien social, je pense que tu as aussi personnellement avec la culture et donc il n'est pas toujours facile d'accès en fait. Je sais pas trop parce qu'en fait c'est compliqué. Je pense que déjà il y a un truc qui manque, qui n'est pas fait et qui devrait se faire plus, c'est de l'éducation à l'image à l'école. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est au premier épisode, ouais, l'éducation à l'image, tout à fait. Ouais. C'est important, quoi. Ça serait surtout que ça permettrait de comprendre aussi, parce que quand on étudie une œuvre littéraire, on l'analyse, on comprend ce qu'elle dit, on la contextualise aussi.
Ouais. Donc, je pense que ça serait aussi important, mais peut-être aussi parce que le cinéma, malheureusement, hein, je pense, n'est pas encore considéré comme un art aussi important. Ouais. Il y a encore, peut-être parce que c'est un art encore un peu trop jeune et que le chemin est un peu compliqué. Mais en fait, il y a un truc même, tu parlais de gens qui vont voir des films et qui ne se posent pas forcément plus de questions que ça. Peut-être aussi parce que pour eux, le cinéma, c'est pas ce qui est, c'est pas si important que ça, quoi. Il y a pas Ouais. de, c'est Bien sûr. aussi, et c'est là où il faut pas, et là, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait presque tomber dans le mépris involontaire, où il y a des gens tout simplement, mais qui n'ont pas le même rapport au cinéma que nous. Et Ouais, c'est comme tout à ça. fait. Et là, pour pouvoir vendre le cinéma, entre guillemets, pour pouvoir leur donner des rêves, quoi, il faut, je sais pas, il faut réfléchir là-dessus. C'est là où c'est Ouais. très compliqué. Parce que, effectivement, l'expression, elle n'a jamais été aussi mouvante, quoi. On peut tout voir, on peut tout faire. C'est ça. Il y a des films qui étaient invisibles à une certaine époque, qui reviennent maintenant, qui sont réédités, qui sont restaurés. Il y a énormément de restauration. Bon, le problème, c'est, voilà, est-ce que ça a encore son importance aux yeux de certains? Je sais pas. Par exemple, Ouais. je prends un truc tout bête, hein, mais les éditions physiques de films, maintenant, ça parle surtout aux passionnés. Même si, pour le coup, les chiffres de vente sont encore assez corrects, hein. Mais D'accord. c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des films qui sortent en petit exemplaire, parce que ça coûte de l'argent à faire, Mm. et parce qu'il y a des gens qui n'iront pas les voir. Il y a un autre problème aussi, c'est la diffusion des films au niveau de l'État en entier, parce que le centre du cinéma actuellement, c'est encore Paris, en termes de salles, c'est sûr, parce qu'il y a des salles, il y en a plein. Et dans les petites villes, bah, il y a plein de salles qui ont disparu, parce que, faut pas croire, mais à l'époque, il y avait beaucoup de cinéma dans beaucoup de villes. La preuve, à Limoges, j'ai découvert qu'il y avait un cinéma qui était abandonné, qui en fait et donc il y avait plein de salles, il y avait plein de trucs. Mais maintenant, ça s'est limité parce que c'est coûteux. Mm. Donc, et parce qu'aussi, bah, il y a pas moins de gens qui vont au cinéma, c'est pas forcément vrai parce on a pu le voir avec les chiffres. Mais il y a c'est plus compliqué, quoi. C'est plus Ouais. compliqué. Ah oui, je suis d'accord. Non, c'est pour ça que j'avais passé un coup de gueule il n'y a pas très longtemps là, sur mon Facebook. Moi, j'ai un petit cinéma, alors c'est quand même du GC, hein, 12 salles. Ton avis sur les salles, c'est que des composteurs. Il y a un problème, quoi. Il est où notre cinéma, quoi, tu vois, le cinéma un peu plus indépendant, quoi. J'ai eu de la chance, j'ai pu aller voir le polar italien la dernière nuit à Milan, et Ah oui, c'était quelque chose quand même. Ça m'a fait du bien. Et en plus, d'ailleurs, pour le coup, là, Arthur, ça pourrait peut-être te plaire parce que c'est tourné à l'ancienne, c'est tourné à la pellicule. Donc, d'accord. il n'y a aucun numérique et tout. Il a voulu vraiment recréer l'Italie avec. Ouais, donc je pense que ça pourrait t'intéresser dans la forme. Voilà. Et aussi, pour revenir à ça, comme tu disais, moi, je me souviens du film de Johnny Depp, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle The Brave, qui est son histoire, en fait, en tant qu'Indien. Et justement, il n'avait pas pu le diffuser en salle parce que déjà, son film, il était tourné avec du vieux matériel cinéma et du coup, il n'y avait plus les salles pour pouvoir diffuser son film. Du coup, il est sorti directement au support physique, en DVD. Alors, il est probable, hein, mais il est rare, quoi. Et qui est intéressant d'ailleurs, c'est sur comment les États-Unis met en arrière les Indiens près des épaves et tout ça. Et on voit les chocs culturels entre vraiment l'Amérique et puis les Indiens, quoi, et c'est très intéressant. Mais voilà, lui, il a rencontré déjà ce problème-là, et c'était fin 90, hein, c'était 99-2000. Hein. Donc déjà, comme quoi la question se posait déjà il y a 20 ans, quoi. Il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, si vous en avez entendu parler, non? Pas du tout. Si vous avez un jour l'occasion, c'est un petit film plutôt sympa. Oui, enfin, il était acteur et, et réalisateur avant Johnny Depp, avant qu'il atterrisse chez Disney. C'était quand même un artiste, de rien, Johnny Depp, qui avait beaucoup de personnes que j'aimais bien. Et bon, voilà. On va fermer la parenthèse. Hein. Voilà. Et bah, du coup, je pense que vous avez plus ou moins répondu, mais si vous voulez rajouter quelque chose, il ne faut pas rester plus vigilant. C'est un film qui fait une démonstration technique. Ben ça, pareil, c'est ça. Enfin, on a plus ou moins répondu
À cette question tout à l'heure, je pense qu'on parlait des blockbusters. Après, il y a des films aussi qui utilisent de gros dispositifs techniques et qui sont pas vraiment pris pour ce qu'ils sont. Et je pense que c'est aussi des dispositions, c'est-à-dire que en tant que spectateur, il faut être prêt à accueillir en fait tout type de film et ne pas les rejeter parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça ou parce que généralement, si c'est fait comme ça, c'est que ça n'a rien à raconter, etc. Moi, je pense, je sais pas, mais de manière très différente entre l'Archer russe et 1917, par exemple. Ce sont deux films qui utilisent des techniques, qui utilisent le plan séquence, qui sont formellement, surtout 1917 sont des films dont la technique est évidente, que l'on voit directement parce que c'est très virtuose. Mais pour autant, ça n'empêche que les films ont vraiment quelque chose à raconter. Et moi, ça me pose pas de soucis. Là, le seul souci qui pourrait venir, c'est quand ce serait des films un peu Potemkin, c'est comme ces villages russes, parce que t'aimes bien la Russie. Comme ces villages. Voilà, mais comme ces villages qui étaient construits, mais c'était des villages façades en fait, c'est-à-dire que derrière la façade, il n'y avait rien du tout. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet à ce sujet-là, mais c'est juste pour faire une petite image. C'est ça dans Tintin d'ailleurs, au pays des soviets avec l'usine, la fausse usine. C'est ça, exactement. Mais voilà, c'est quand on aurait des films qui juste se servent d'une soit sont des films comme on le disait, des films de studio inintéressants, donc qui n'ont rien à raconter, donc quand tu fais tomber la façade, il y a rien du tout, ou sinon ça va être des films qui se servent de d'évolution technique pour juste tester. Donc ils auront que cette vertu-là d'être des œuvres techniques, mais ce seront pas des œuvres qui resteront. Enfin, je pense, je sais pas, mais Hardcore Henry ou Gemini Man, pour citer des films qui pour moi sont des exercices de style là, littéralement, où le but c'est de tester une technique ou un dispositif technique, mais là vraiment pour le tester, pour jouer, à la limite ça pourra tout au plus être un divertissement, mais ça dépassera jamais. Ça n'aura pas grand-chose à raconter, en tout cas de notre réel, de notre vision du monde, etc. Après, moi, je pense pas qu'un film a besoin d'avoir non plus. Faut pas non plus, prendre les choses extrêmement, de manière grave. C'est-à-dire qu'un film n'a pas aussi spécialement besoin de raconter une situation sociale difficile ou autre. Ça peut juste être des émotions, des sensations, et c'est au moins tout aussi important. Donc j'ai envie de dire que les sensations et les émotions, c'est une partie du fond aussi. Donc dans tous les cas, c'est pas quelque chose. C'est un peu ce qui nous rend humains aussi, c'est de ressentir. Avant tout, c'est je veux dire, finalement, je pense que pour beaucoup, et ça se comprend, mais le lien, par exemple, qu'on peut avoir avec notre famille est plus important que la réalité sociale actuelle, par exemple. Même si évidemment que les deux peuvent rentrer en collision et que je veux même pas ouvrir le débat, mais c'est pour dire que sont quand même, c'est ce qui quand même forge en fait tout le reste, et même les grandes crises, le contexte à chaque fois dans lequel n'importe quel humain se retrouve, il va être changé, il va être modifié, et il va être, l'impulsion de changement va naître avant tout d'émotions, va pas naître de l'environnement. C'est comment l'être humain, et ça va rentrer en collision avec lui, donc c'est ce qu'il ressent finalement. Je suis d'accord. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça que lorsqu'on fait un film, on se pose la question de comment créer de l'émotion, comment créer de la sensation, en fait. Mais ça fait directement partie d'un choix politique entre guillemets, parce que on en revient au travelling de Capot. Bon.
Voilà, qui avait été évoqué dans le premier live d'ailleurs, Ouais, enfin dans le tout à fait. premier entretien, mais c'est cette fameuse question de comment est-ce qu'on filme la mort, comment est-ce qu'on filme le désespoir Ouais. et voilà, et encore une fois, on en revient à un truc très 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 bête, hein, mais qu'il faut rappeler, c'est que ce que l'on voit dans un film, c'est toujours lié à la personne qui le reçoit aussi. Et c'est ça qui est très important. C'est comment est-ce qu'en fait, puisque l'art c'est une question de dialogue, comment est-ce que chaque personne qui aura vu un film va le recevoir, va questionner, va être peut-être touché plus par certaines choses que d'autres. Moi, par exemple, moi, ce qui me touche dans certains films, c'est comment on filme la mort. Moi, par exemple, lorsque je suis venu chez Samir pour parler de New York 1997, j'avais dit que qu'en fait Carpenter a de mettre la mort en scène est très m'importe beaucoup, me touche parce c'est très expéditif, c'est une mort extrêmement qui est dans le cadre, qui est presque l'expression d'un cut en fait, hein, vraiment. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, qui me touche. Ou sinon Peckinpah, par exemple, qui va filmer la mort au ralenti, donc pour en mettre en valeur la fracture du temps. Donc ça déjà, et pour créer une émotion, tout simplement, hein, mais en même temps, ça dit quelque chose de comment en fait, c'est ça, parce qu'on parle de politique souvent. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué parce que lorsqu'on dit tout est politique, ça fait un peu, voilà, j'ai envie de. Mais en fait, il faut revenir à un truc tout bête et assez simple, c'est que c'est surtout une question de rapport à la vie. Et comment la vie est filmée, comment la vie on la met en scène et comment en fait de quoi on veut se servir pour la mettre en scène. Et par exemple, je comprends qu'un film je sais pas, La liste de Schindler, qui est un film que moi j'aime bien, hein, mais je comprends que le film puisse paraître à vomir pour certains, parce qu'effectivement, il y a une question de mise en scène de l'émotion, et en plus, et je crois que c'est Danet qui disait ça, mais que on devait arrêter de parler de ça sans l'avoir vécu, en fait. C'est ça. C'est toi qui en avais parlé, Jules, de cette citation de Danet, je crois, je sais plus. Oui, mais ça c'était par rapport Thierry, à Nuit, c'est voilà. par rapport à Nuit et brouillard. Nuit et brouillard, voilà, oui. Ouais, oui, oui, ça c'est Que, autre chose. Ouais. et que Et voilà, en gros le cinéma étant un art du temps, ces remords sont sans importance. Ouais. oui, c'est ça. Voilà. Mm. Et c'est peut-être ce qui a été aussi reproché à Spielberg, parce que lorsqu'il met en scène la fameuse scène de la douche qui a vraiment fait vriller, on peut se poser des questions, ouais. Parce qu'il y a cet esthétisme, il y a ce travelling là, qui, pareil, encore une question de travelling, qui zoome sur la douche, etc. Bon, c'est en fait, c'est tout simplement des questions de cinéma, des questions de. Et c'est là où en fait on se rend compte que le choix esthétique est politique. C'est-à-dire que vraiment, ça dit quelque chose de notre rapport à l'émotion et comment on la transmet. Est-ce qu'il y a des personnes qui seront plutôt dans une tendance à créer une émotion sirupeuse, un peu lourde, etc., ou qui vont asséner le truc. Il y en a qui font des choses peut-être plus subtiles, entre guillemets. C'est ça, c'est ça la question. Après, c'est comment on reçoit ça, en fait. C'est très particulier, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié au récepteur. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de film qui arrive à mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Et tant mieux. C'est pour ça qu'il y a un terme que je commence à en avoir marre d'entendre, c'est l'universalisme. Pour moi, il n'y a pas d'universalisme dans le cinéma. C'est au contraire, tout son contraire. Enfin, c'est des histoires différentes et justement qui peut justement nous réunir, mais pour moi, il n'y a pas forcément d'universalisme. Non. Moi, je pense quand même que quand on voit un film de Chaplin, ça peut parler à tout le monde. Je pense que le cinéma, quand même, a cette capacité, parce qu'il montre des êtres humains et le monde dans lequel on vit, de vivre, peu importe si on se retrouve, si on vit au Japon, en France, en Italie ou aux États-Unis, je sais pas, ou en Afrique, peu importe, en Afrique du Sud, je sais pas, que on puisse ressentir des émotions similaires à la vue de certains films, parce que ils arrivent à raconter quelque chose de l'expérience humaine. Je veux dire, par exemple, tu parlais de la mort, mais en effet, on meurt tous, donc je sais pas, mais réussir à transmettre quelque chose
du deuil. Par exemple, je sais plus, on avait vu un film qui s'appelle Aujourd'hui au festival Microciné. Par exemple, même si par exemple les coutumes, les traditions vont être différents par rapport à la manière dont la mort d'un proche va être reçue par son entourage et par la communauté, dans tous les cas, même si on ne vit pas les choses de la même façon dans un pays ou dans un autre, ou dans une communauté ou dans une autre, eh bien, on va quand même se poser des questions similaires, on va quand même ressentir des choses que tout le monde ressent. Je pense que là, on peut parler d'universalité quand même. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord parce qu'au contraire, je pense pas, et je pense que l'universalisme, au contraire, c'est pas quelque chose d'énervant, c'est quelque chose de contraire très positif dans le cinéma, parce que ça veut dire que un film japonais qui aura peut-être pas le même rapport à certaines choses va réussir à exprimer quelque chose de purement universel, comme la mort. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, un film comme, pourtant si ancré dans le quotidien japonais comme Keiro ait pu avoir tant d'importance pour certains? Parce que, et pourtant, ça parle quand même de quelque chose qui est spécifiquement japonais, en tout cas actuellement, qui est la mélancolie, ce qu'a fait l'arrivée d'Internet dans ce pays-là, et aussi le suicide. Et pourtant, un film comme Keiro, ça a touché, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'un film qui parle d'une certaine génération qui arrive. Donc c'est ça, en fait. Évidemment que chaque film a ses spécificités culturelles, c'est normal. Chaque pays a sa propre manière d'envisager l'art, de questionner, voilà. Par contre, les œuvres en tant que telles, elles peuvent très très bien passer les frontières, et ça c'est normal. Au contraire, et moi je trouve ça que c'est très bien. Un film d'Afrique, des Afriques, évidemment qu'il y a des choses qui pourront nous toucher. Moi j'ai vu plein de films d'Afrique, et je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement importantes, des questionnements tellement importants que voilà, il faut les... Je pense par exemple là récemment j'ai vu les films de Madondo, qui est Madondo, en fait c'était un doubleur français qui est d'origine donc d'Afrique, alors je sais plus quel pays, qui a fait des films en fait qui je crois coproduit entre la France et les studios africains, et c'est des films qui parlent de qu'est-ce que c'est que d'être un noir en fait en France, et surtout de vivre après l'héritage colonial. Qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on le questionne et comment on le vit, et ça me touche, alors que je ne suis absolument pas concerné entre guillemets par la question, mais parce qu'il arrive à mettre il arrive à faire prendre conscience de quelque chose d'important, et surtout évidemment que ça pourrait nous arriver lorsqu'on se déplace dans un autre pays, ça peut nous arriver Non, mais même sans parler de ça, je pense que par exemple, là, ce que tu parles, le racisme, je veux dire, on peut tous avoir connu des situations de rejet. De rejet, oui, voilà. Voilà, par exemple, c'est une émotion qui peut être proche de ce qu'on connaît, malgré que ce soit une situation qu'on ne connaît pas. Voilà, et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire qu'on a des films même qui arrivent à outrepasser tout ça. Et je pense à un film que je trouve formidable qui est sorti récemment, et là pour le coup encore un film incroyable, Days de comment il s'appelle? Là je triche, je fais une recherche. Days de Tsai Ming-liang. Donc cinéaste assez important. Là il fait un film en fait sur un homme malade qui est homosexuel et qui déambule comme ça dans le paysage Taïwan. Je crois que c'est à Taïwan, parce qu'il est taïwanais, le cinéaste Tsai Ming-liang. Oui, c'est ça, c'est un film taïwanais. Et en fait, tu as vraiment cette déambulation, tu as des séquences, et c'est un film qui parle pas, en fait. Hein, vraiment, il n'y a pas de parole, c'est que du son et l'image. Donc on en revient à quelque chose d'extrêmement brut, et avec des plans fixes, longs. Et donc, tout le film exprime quelque chose arrive, en fait, et ça je trouve ça incroyable, arrive à exprimer un mal-être entre guillemets, ou en tout cas un rapport du monde moderne. De la solitude par exemple, en fait, tout simplement, et de l'amour. Vraiment, c'est un film qui déborde d'amour à un moment. Il y a une scène de sexe que je trouve juste magnifique.
Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est encore plus passionnant quand on réfléchit l'impact universel d'un film sur qu'est-ce que ça raconte du monde. Et il faut pas, et ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est enlever ça, c'est-à-dire d'aborder un film d'une manière qui le retirait du monde, en fait. Il faut surtout pas faire ça. Faut pas oublier que les films proposent un rapport et expliquent quelque chose aussi d'assez important. Et c'est pour ça que j'ai su identifier le cinéma qui me touche, parce que c'est le cinéma qui me correspond. Et chacun, en fonction de ce qu'on attend de la vie et de comment la vie nous touche, etc., on va choisir tel type de film, on va être touché par tel type de film, quoi. C'est ça l'universalisme aussi, hein. D'accord. Ok. Moi, je pensais que, tu vois, je disais ça parce que les cultures sont différentes, que c'est pour ça, pour moi, mais les cultures peuvent être différentes et elles peuvent se rejoindre. Il n'y a pas de Ouais. problème là-dessus. Et au contraire, c'est ça qui est intéressant. Il y a carrément des cultures qui se confrontent aussi. Donc, au contraire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que les problèmes japonais, par exemple. Il y a Plan 75, par exemple, qui était un film que j'avais bien aimé, qui parlait de la question des vieilles personnes, en fait, aux États-Unis. Au Japon, pardon. Oula. Et en fait, et en quoi cette question-là, on peut la retrouver chez nous. Voilà, c'est des choses. Effectivement, au contraire, moi, je pense qu'en plus, on est quand même dans une époque qui met de plus en plus accent sur la confrontation des cultures. C'est encore d'actualité, quoi, l'universalisme, évidemment. Ok, super. Je sais pas ce que tu en penses, Jules, mais Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. C'était la continuité de ce que je disais. Donc, oui, en plus. Super. Donc, c'est là où j'ai rajouté des questions, enfin 2 questions. C'est que Samir m'avait fait la réflexion, mais j'ai pas su comment lui répondre sur le moment. C'est après que ça m'est venu la réponse. C'est que pour lui, voilà, si on enlève la forme si on enlève la forme d'un film, ça enlève la personnalité du réalisateur. Et moi, j'y aurais pensé, et je n'étais pas tout à fait d'accord. Du coup, j'avais pensé de rajouter cette question. Y a-t-il uniquement la forme pour définir une personnalité d'un réalisateur? Y a-t-il pas aussi la manière d'écrire l'histoire? Là, par exemple, j'avais envie de donner l'exemple comme Christopher Nolan avec le temps, Steven Spielberg sur sa souffrance, la séparation avec ses parents, où il met tout le temps tout ça dans ses films, mais toujours dans une manière différente. Voilà, c'était par rapport à ça. Ça, c'est. Comment dire je pense que moi, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Samir, parce que déjà, pour faire une histoire, il faut la raconter. C'est-à-dire que c'est pas juste des idées, c'est une manière de les transmettre. Donc, évidemment, déjà, c'est une question de personnalité. Et par exemple, tu parles de Spielberg et de la séparation de ses parents, qui est un des thèmes. Un des motifs centraux de sa filmographie. Je veux dire, c'est pas le seul à avoir des parents divorcés et l'avoir raconté dans des films. Donc, s'il n'avait pas une manière intéressante de montrer ces relations qui s'effritent, en fait, on s'intéresserait pas à son cinéma. Enfin, je veux dire, il n'arriverait pas à raconter quelque chose de plus sur ça. Enfin, je veux dire, sinon, ça serait parce que il y a, je sais pas, mais par exemple, à la télévision, il y a tous les soaps racontent des histoires de divorce, voilà, par exemple. Et pour autant, on n'apprend rien du tout sur ce que ces personnes ressentent, sur l'entourage, etc. Alors que là, Spielberg, ça va être un cinéaste qui va peut-être développer ça plus par sa mise en scène. Tu vois, souvent le regard des enfants perdus au milieu de tout ça, et qui vont essayer de retrouver je sais pas, par exemple dans E.T., un père de substitution avec l'alien. Voilà, enfin, c'est des choses comme ça qui ne peuvent être faites que par le regard. Et puis, c'est la manière de voir les choses qui définit quand même un réalisateur. Pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'art et sur que chaque art a sa propre forme par ses contraintes, ses limites et ce qu'il est en tant que tel d'un point de vue ontologique. Mais
Mais c'est voilà, enfin on est comment dire, on est, on est comment dire, ça se définit. Moi, j'aurais du mal à vraiment plus en fait définir cette idée-là, mais en fait on est comment dire par par oh, je sais même pas. Non, ouais. Je crois que j'ai dit plutôt ce que j'avais à dire à ce sujet. Ouais. Voilà. Alors, Arthur, je ne sais pas s'il est là. Si, j'ai juste dû couper 2 secondes, mais rien de grave. Donc, moi, je suis d'accord, en fait. Hein, je pense aussi que c'est ça, c'est que la forme. Mais quand on parle de forme, il faut aussi voilà, dire ce que c'est aussi. Hein. Enfin, c'est pas juste c'est pas juste des mouvements de caméra, c'est autre chose. Ça va au-delà de ça, vraiment, la forme. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on parle même parfois de films Spielbergiens qui essayent de reprendre le style de Spielberg pour exprimer quelque chose. Donc c'est bien qu'il y a quand même, qu'on peut pas confisquer, on peut pas. S'il n'y a plus de forme, il n'y a plus de cinéaste, quoi. Il n'y a plus ce qui fait la personnalité. Enfin, ce qu'a théorisé la nouvelle vague comme l'auteur, quoi. Hein, vraiment, on en revient à ça. Donc c'est ça la question, c'est pourquoi est-ce qu'un travelling en noir et blanc ou un plan séquence comme ça, c'est du Bellatar et pourquoi Bellatar fait ça et ou pourquoi est-ce que le clair-obscur si particulier de Pedro Costa et voilà, qu'est-ce que ça exprime du monde, c'est ça la question. Et c'est pour ça que oui, faut pas parce que c'est le scénario en tant que tel, faut pouvoir l'imager quoi. En fait, il faut pouvoir l'exprimer. Ce serait bien Non, d'avoir un mais scénario. comment dire, ça vient aussi de, enfin, il faut, comment dire, répondre à certaines questions aussi avant d'établir une réflexion sur ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est le cinéaste qui écrit aussi le scénario, ben, il pense déjà à la mise en image dès le scénario. Donc ça vient aussi de quand c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le scénario, ben, C'est différent. là, c'est autre chose. Et en effet, ben, tu vois que la personnalité du réalisateur, c'est là où elle est importante parce que c'est lui qui va avoir son interprétation. Et si tu donnais le scénario à quelqu'un d'autre, tu aurais un film tout à fait différent. Comme, C'est là où il y a des cas particuliers, quoi. Parce que comme moi, je prends le cas de Taxi Driver, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui cohabitent. Il y a deux visions qui cohabitent, celle de Scorsese et celle de Paul Schrader, surtout aussi. Paul Schrader, qui est devenu cinéaste après, on a bien vu que Paul Schrader, ce qui fait que sa personnalité, c'est il n'a jamais cessé de raconter la même histoire, qui est celle de Taxi Driver, quoi. Ce personnage qui erre dans les rues, enfin, pas dans tous ses films, parce que par exemple, Mishima, c'est quand même assez différent, mais pas très loin non plus. Donc il y a ce truc. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu as des scénaristes qui se mettent à faire des films. Alors, après, il y a des scénaristes qui font des films très mauvais parce qu'ils n'arrivent pas à transposer l'écriture scénaristique en mise en scène. Et qu'il y en a qui arrivent totalement à le faire. Même Comme Schrader a mis beaucoup de temps aussi à devenir un grand cinéaste. Je veux dire, au début, il a eu beaucoup de mal à raconter ses histoires et ses films étaient très loin d'être aussi forts que ceux de Scorsese, par exemple. Mais c'est, comment dire, après, c'est des sujets qui, et là, on élargit, on divague, hein, mais évidemment que le scénario, c'est très important, mais quand on a le résultat final, c'est-à-dire que le scénario devient, en fait, enfin, il appartient au film dans sa globalité. Et là, il appartient à la mise en scène aussi. Hein. Et c'est, comment dire, c'est pas péjoratif quand je le dis, bien au contraire. C'est quelque chose de très important. Mais à la fin, il appartient au film. Et le scénario, c'est comment dire, c'est pas quelque chose qui est tout seul. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre et enlever du film. Non, ça sera pas le film. C'est pas le film. Et il fait partie intégrante de tout le reste. C'est très compliqué le scénario parce que c'est quelque chose qui ne peut pas exister en tant que tel, quoi. C'est pas de matérialité, c'est un truc, c'est juste un. Parce que d'ailleurs, la preuve avec la manière dont sont traités les scénarios qui sont pas faits, en fait, ils tombent dans les oubliettes. Soit ils sont dans une espèce de liste noire aux États-Unis, par exemple. Où ils ont pas tant que le film n'est pas fait, ils peuvent pas exister. Exister vraiment dans le sens où matérialité artistique, ils peuvent pas être un objet, quoi. Ils sont juste une partie du développement d'un film. Et pareil, je dis pas ça de manière péjorative, au contraire.
C'est-à-dire que c'est parce que c'est une base dont il faut tirer des choses. Parce que, par exemple, un scénario, il peut être très différent de sa base. Puisqu'il y a la réécriture, il y a aussi le tournage. Le tournage apporte des éléments très précis. Et d'ailleurs, ça vient un peu avec notre débat sur le fond et la forme aussi. C'est comment, en fait, le fond du scénario se diluer dans la mise en scène. Et c'est pour ça que la forme, c'est important quand même. C'est très important parce que c'est ça qui permet au cinéaste aussi de mettre en avant sa personnalité. Et c'est pour ça que quand on parle de mouvement de caméra, par exemple, et quand on parle de manière de filmer les choses, d'obsession personnelle, les cinéastes ont des obsessions. Ils ont des obsessions esthétiques, ils ont des obsessions, et ça fait partie de leur rapport au monde. Lorsque Spielberg filme sa famille, souvent, c'est une obsession. C'est quelque chose qui fait partie de sa vie. Donc c'est indissociable de son rapport au monde. C'est l'expression la plus pure de son rapport au monde. Lorsque, par exemple, et pareil, et on peut prendre autre chose d'assez simple, c'est la question de la cinéphilie. C'est la référence. Comment est-ce qu'un cinéaste va faire référence à notre cinéaste? Pourquoi il le fait? Qu'est-ce que ça peut dire aussi du monde? Parce que lorsque, par exemple, Spielberg reprend Ford, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Et la preuve, lorsqu'il fait donc son dernier film, The Fableman, parle de Ford, il le représente littéralement, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et pourtant, Ford, il n'a jamais cessé de le citer, au point, par exemple, de faire comme... guerre. Hein? J'ai dit pour faire cheval de guerre. Oui, cheval de guerre, évidemment, mais moi je pense aussi à son film sur le président des États-Unis, Lincoln, qui est en fait une sorte de il va prolonger en fait ce qu'avait fait Ford avec son diptyque sur Lincoln. Young Mr. Lincoln. Young Mr. Lincoln, et je n'ai pas tué Abraham Lincoln, enfin, je n'ai pas tué Lincoln. Donc ces deux films, pareil, en fait il y a ça, c'est aussi comment est-ce qu'un cinéaste va dialoguer va replacer le cinéma dans le temps aussi, comment il va le... C'est ça qui est important. C'est ça qui est important aussi. C'est pour ça que Samir, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire on peut pas effacer la forme, c'est pas possible. Sinon, déjà, les films dont on efface la forme, ça donne les films à Oscar. Donc voilà. Le côté académique, bien gentil, bien pensant. On en a parlé ça un petit peu avec... ça c'était la conclusion un peu, le côté manichéisme du problème du cinéma aujourd'hui, quoi. Des films finalement qui ne disent rien, qui ne se posent pas de questions et qui font juste le minimum, quoi. C'est toujours le grand paradoxe dans les cérémonies qui vont mettre en avant des films finalement qui n'ont rien à voir avec le monde. Par exemple, je sais pas, c'est quoi qui avait gagné une fois les Oscars? C'était un remake d'un film français nul là, de Famille Bélier, je crois, qui avait gagné. Ça en dit long, quoi, sur. Mais ça c'est pour le coup tard. Oui, mais ça en dit aussi long de la manière dont c'est perçu aux États-Unis aussi. C'est très différent aux États-Unis de chez nous, et des autres pays. C'est très très différent. C'est comme Green Book, qui avait mis au dernier moment Green Book dans les Oscars alors qu'il n'était pas du tout prévu au départ, mais il fallait encore du quota. Je peux pas dire, j'ai pas vu Green Book, mais je pense pas que ce soit un film très intéressant, mais ça c'est a priori. Mais ça en dit long aussi de voilà la manière dont tu es perçu. Mais pareil, ça revient toujours au débat. C'est-à-dire que la manière dont est perçu le cinéma dans les pays, ça donne une sorte de réalité de comment est-ce de ce qu'on attend de tout ça, de qu'est-ce qu'on attend des films. Je sais qu'aux États-Unis actuellement, les gens ne se déplacent presque plus au cinéma, mais ils vont juste pour voir des films Marvel. Ou en Chine, par exemple, ils adorent les gros blockbusters. Donc il y a surtout des gros blockbusters qui sortent parce qu'ils adorent ça. Il n'y a pas de... Au point où il y a eu même un projet d'un film qui n'a pas marqué malheureusement, qui n'a pas pu le faire, par un milliardaire chinois qui voulait faire une espèce de mélange entre Transformers et Avatar. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais c'était un film qui était fait uniquement... il ne voulait pas dire grand-chose, parce que c'était une copie, une sorte de contrefaçon, entre guillemets. Vraiment pensé comme ça. Et les Américains font des contrefaçons de films chinois aussi, parfois, avec Mulan, par exemple, qui est un film
qui, quand on le replace dans le champ politique, et là, le film en tant que tel, il n'a rien de politique, mais quand tu parles du contexte de fabrication, du fait qu'il était fabriqué sur un État où on a persécuté une population qui était les Ouïghours, le film qui reprend, qui s'approprie culturellement les codes d'un certain cinéma, qui est le cinéma du Wuxiapian, donc ça dit des choses. C'est ça, en fait. Le cinéma aussi, la perception du cinéma et de ce qu'il dit, c'est aussi lié à chaque industrie. C'est ça. Malheureusement, on le sait tous, le cinéma, c'est une industrie, c'est un art, c'est très compliqué. On ne sait pas trop encore aujourd'hui. C'est un peu les deux à la fois, peut-être. C'est ça qui est compliqué. C'est peut-être ce qu'on est en train de remettre en question, d'ailleurs. C'est pour ça que je renvoie au discours de Justine Triet, qui, en fait, disait qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de penser rentabilité à un moment. Et qu'il y ait des films qui rapportent peut-être pas beaucoup, mais qui au moins existent. Parce que quand on nous dit, on ouvre des choses, des studios qui permettent de faire des films de genre, entre guillemets, en France, machin. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est l'accessibilité. On ne pas juste que ce soit déjà, il y a une région. Voilà, moi, il y a un ami qui me disait, moi, je ne vais pas pouvoir rester là où je suis pour faire du cinéma, il va falloir que je monte à Paris à un moment. Moi, je ne veux pas faire ça. C'est ce que je disais dans notre entretien, Jules. C'est que, par exemple, là, on revient, puisque tu nous as invités aussi pour ça, moi, je veux me battre pour faire exister le cinéma dans ma région, quoi. C'est parce que ce serait bête de rater le coche, quoi. Ce serait bête. Il faut. Ok, Voilà. super. Ça va, il t'est dit. Ouais. Voilà, dernière question. Voilà, du coup, on revient un peu quand même au sujet. À trop vouloir mettre de côté de l'histoire, est-ce que nous n'avons pas un regard erroné sur l'œuvre du réalisateur? Attends, tu peux reposer la question, s'il te plaît? À trop vouloir mettre de côté l'histoire, n'avons-nous pas un regard erroné sur l'œuvre du réalisateur? Alors, mettre de côté l'histoire, tu entends quoi par histoire? Ce que va raconter le film, en fait. Un peu le fond, en fait. Attends, alors. À mettre de côté l'histoire? Ouais, c'est parce que des fois, justement, on a tendance à trouver, moi je trouve, Avatar, on est un peu le problème, c'est qu'on est tellement trop sur la technique, on oublie un peu de ce que ça va raconter de fond. Ou alors, justement, on a ce regard un peu... on dit que c'est bien, mais en fait, c'est assez horrible, quoi. Non, mais je crois qu'on a quand même évoqué ça avant, quand on parlait de... Par exemple, je sais plus, moi je me rappelle du moment où j'ai cité 1917. Je crois que la question, on y a répondu un peu avant. Ouais. Oui, on y est revenu. Après, pour y revenir un peu quand même, mais peut-être que d'ailleurs l'erreur dans ta question est peut-être aussi révélatrice de comment on catégorise le fond. C'est que l'histoire, finalement, c'est rien, en fait. Hein. C'est juste... pour moi, si on parle d'histoire, on parle du synopsis, c'est rien d'autre. Moi, je pense pas que... Au contraire, j'ai plutôt l'impression, si on prenait le terme en tant que tel, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut se focaliser absolument sur l'histoire et par contre, le reste, on s'en fout. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que... Et pour preuve, si moi, je voulais parler de films à des gens, il fallait que je donne le synopsis. Moi, je vais voir des films, je n'en ai rien à faire du synopsis. Je ne lis pas, parfois, je ne lis même pas les informations. Parfois, j'y vais juste pour l'affiche. Par curiosité, quoi, vraiment. Et après, c'est mon rapport au cinéma, il m'appartient, voilà. Mais si on va vers la question de fond, moi, je pense qu'effectivement, ça en revient à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il faut pas aborder un film en oubliant ce qu'il raconte et ce qu'il dit, des choses... Parce que chaque film dit quelque chose, en tous les cas, ou veut dire. Hein. Parce que là, j'ai parlé de manière personnelle de certains films que je n'aimais pas. Peut-être que leur intention à la base, c'est de dire quelque chose. Hein, c'est possible. Après, il y a toujours la question du contrôle, des films de studio, des films de financiers. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que l'industrie cinématographique est complice. Il n'y a pas que le public qui est problématique là-dedans. Et je pense par exemple à la manière dont Netflix vend ses films. Les films Netflix ne peuvent pas exister dans le temps, par exemple. Ils ne peuvent pas. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils disent du monde, on l'oublie très vite. Parce que ce qui compte, c'est le flux.
Donc en fait, il y a un problème général, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent aussi au cinéma, et il y a des films qui sont complètement perdus dans le flux. Et c'est impossible de revenir là-dessus parce que c'est des films qui sont consommés, des objets de consommation presque, qui deviennent là-dessus. Donc, Amazon, ça commence à devenir pareil. Prime Vidéo, c'est un peu pareil. C'est le même problème. oui, c'est pareil, le jeu vidéo, oui, il y a ce problème-là aussi, parce que si on veut parler du jeu vidéo, effectivement, tu as des films, des jeux qui étaient censés être des gros jeux et qui sont oubliés en 2-2, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien, ils ne laissent pas de traces. Maintenant, c'est très compliqué parce que moi, je ne connais pas la manière dont le cinéma pouvait être perçu dans les années 80-90, donc je ne sais pas s'ils étaient prisonniers du flux aussi, si c'est lié au nombre de sorties. Il y a aussi actuellement le cas particulier du cinéma post-Covid qui fait sortir des films qui n'étaient pas sortis, qui n'ont pas pu sortir et qui doivent se donner leur chance maintenant. Le problème, c'est qu'il y a des choix de sortie qui ne sont pas géniaux. Je pense notamment à un choix qui m'avait un peu rendu triste. C'était le film Grand Paris de Martin Jovia, je crois, qui avait été noyé dans les sorties françaises importantes comme Apache et de Romain Quiro, et l'autre film c'était le truc Bonne Conduite, je crois. Voilà. Et ce film avait été du coup à la base devait être plutôt bien distribué, n'a pas pu être bien distribué à cause de ça. Ces films se sont fait concurrence en fait, et ils n'ont pas pu exister. Donc il y a ce truc actuellement du flux il y a trop de choses, il y a trop de. Donc je sais pas, c'est compliqué. Netflix, pour en revenir là-dessus, c'est que Netflix, en plus, contrairement aux salles, fonctionne sur un algorithme, donc conseille des films en lien avec ce que tu regardes, donc ne te propose pas d'aller plus loin. Moi, il y avait quelqu'un qui avait dit une fois un truc que je trouvais un peu con, c'est-à-dire qu'il comparait Netflix au vidéoclub. Je suis pas trop d'accord avec ça, parce que en fait, le vidéoclub, tu étais quand même assez maître de tes choix. Là, le choix, il est plutôt imposé. Donc, en fait, tu es noyé dans tout ça et tu veux pas. Est-ce qu'on peut se poser des questions à ce moment-là? Est-ce qu'on peut réfléchir sur le film? Est-ce qu'on a le temps de... C'est comme le fait de binge-watcher les séries. Je sais pas. Est-ce que ça permet d'avoir l'impact? C'est tout ça. Comment est-ce qu'on ressent l'impact d'une œuvre aussi? C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui finalement ne se posent pas de questions sur ce qu'ils regardent, parce qu'ils regardent un film et ils enchaînent sur autre chose. Et c'est peut-être ça aussi, ça revient peut-être à ce que je disais par rapport au fait qu'il y a des gens qui vont voir des films sans forcément avoir un intérêt aussi important que nous pour le cinéma. Donc c'est plein de facteurs, en fait, je pense. Et je reviens vraiment encore au discours de Justine Triet, qui a fait polémique, mais vraiment sur un truc, mais je comprends pas pourquoi ça fait polémique, parce que le discours en tant que tel, il n'est pas si choquant que ça, quoi. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, Jules, mais moi, j'ai pas trouvé très, très choquant. C'est un discours qui avait le mérite d'exister, que moi, je soutiens, mais qui n'a pas... Et pourtant, ça a fait polémique. Parce que pour les gens, c'est impossible qu'il puisse y avoir de la politique dans le cinéma. Et tout ce qui était remis à la table, c'est toujours le truc de ils sont financés, machin, pourquoi ils sont financés. J'irai pas voir le film de Justine Triet parce que la personne, elle a dit ça. C'est vraiment un truc. Alors, est-ce que les gens ont envie de voir du politique dans le cinéma? Moi, j'ai déjà vu des discussions où les gens, vous partez trop loin, vous allez trop loin, vous dites trop de choses. Ouais. C'est ça qui est. C'est souvent ça, malheureusement, sur mon compte Facebook. C'est pas une politique. On me dit, non, c'est pas politique, vous êtes chiant avec le côté politique. Oui, il y a une sorte de confisque. Pour ces gens, et je dis ça sans mépris, vraiment, là, c'est juste un état de fait. Pour ces gens, il y a presque un truc où on leur confisquerait leur confort, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est triste. Et j'ai l'impression que l'industrie cinématographique est un peu complice de ça. Dans la manière de vendre les films, de s'immiscer un peu dans le rapport qu'on peut avoir avec le cinéma. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je rejoins pas mal. Ah ouais, moi, je rejoins pas mal dessus. Alors, j'ai pas vu le discours du coup de la réalisatrice, mais oui, j'ai dit là, ma grand-mère, que l'art, c'est politique de toute façon. Donc,
Oui, enfin, après, il y a une manière de faire, tu vois. Moi, j'aime pas trop les Césars parce que je trouve que c'est plutôt fait d'une manière un peu provocatrice. Et des fois, pas qui insulte, mais qui un peu enfonce le public, on va dire quand même qu'il les fait vivre. Et du coup, voilà, il y a des fois, ça m'énerve un peu les Césars pour ça, quoi. Mais là, par rapport à ce que tu me dis, ça a l'air quand même d'être différent de ça, quand même. C'est rappeler ce que c'est que le cinéma, qu'il y a des gens qui travaillent derrière, que c'est leur métier, en fait, aussi. Il faut rappeler que c'est leur métier et que, à force de les interdire de réaliser, ils peuvent le perdre et puis ça peut tuer l'art aussi avec. Enfin, moins il y aura de cinéastes, d'artistes, ça peut disparaître petit à petit, en fait. Et ça nous l'a prouvé dans d'autres pays, quoi. Dans les pays les plus fragiles économiquement parlant, ça nous l'a prouvé. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Arthur ou Julien, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Non, c'est ok. Ouais. Super, génial. Ça va être encore très différent du coup des autres débats. C'est le but, hein, c'est justement pour démontrer à quel point on a chacun notre vision avec le cinéma, à la fois en tant que spectateur et puis ceux qui le vivent. Donc, du coup, je trouve ça important de faire ce débat-là et puis voilà, de montrer que ce débat, en fait, il est infini. Enfin, on pourrait continuer à le poser à tellement de gens. Et du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de les comprendre. Et c'est très passionnant. Moi, j'adore écouter les gens. Hein, comme je le dis souvent, malheureusement, j'ai pas ma source à côté. Je n'ai pas de gens dans ma famille qui est cinéphile et tout. Donc, quand je me découvre justement des gens comme ça qui ont le verbe pour raconter leur passion et tout, moi, je trouve ça juste passionnant. Voilà, quand même Vivian Lejeune qui m'a fait découvrir le cinéma par la musique, ça aussi, voilà, c'est juste passionnant de découvrir aussi avec un autre regard le cinéma, quoi. Donc, il y a tellement de façons en fait de découvrir le cinéma que effectivement, ça s'arrête pas seulement sur l'œuvre finie, quoi. Enfin, c'est tellement plus que ça. Et puis, il y a une histoire qui va avec aussi le film, etc., quoi. Donc, c'est tellement des débats infinis et juste passionnants. Et du coup, je vous remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir participé à ce débat. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était chouette. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et franchement, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et pareil, c'est toujours un plaisir de partager, de discuter aussi. Même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ce que je dis aussi. Hein, je n'aime pas forcément discuter avec les gens, je suis d'accord, parce que je trouve ça pas très intéressant. Justement, j'aime bien aussi me remettre en question, de découvrir d'autres visions. C'est toujours important. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain débat. Ciao. Ciao. Alors.